Alors ce matin, on a eu une présentation technico-économique de la situation des grandes cultures en Occitanie, des exemples de diversification de filières d'entreprises très positives. Et cet après-midi, on a construit la journée, co-construit la journée en ce sens, c'est d'aborder plutôt les conduites de culture et la mise en œuvre pratique. Comment ça se passe pour un agriculteur, pour mettre en œuvre et aller vers de la diversification. Et on va commencer donc par une intervention d'un duo, Mélanie Lobietti, de la Chambre régionale, et puis Olivier Mikos de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, qui vont nous présenter la démarche qui a été mise en œuvre, c'est ça je pense, dans deux exploitations agricoles des Hautes-Pyrénées dans le cadre on va dire, d'une réflexion stratégique de l'agriculteur. Donc je vous laisse intervenir. C'est bon. Oui, donc je vais démarrer, mais alors je vous rassure, je vais laisser la place après. C'est pas vraiment un duo, ça sera plutôt une intro et puis après je vais laisser Olivier parler de son expérience. Donc moi je me présente, je suis Mélanie Lobietti, donc de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Donc je suis ingénieure territoriale pour le réseau Défi Grande Culture en Occitanie. Donc j'accompagne en fait les animateurs de groupe Défi dans leur mission dont Olivier fait partie. Donc il faut savoir que la diversification, c'est un des leviers principaux qui est utilisé donc dans le cadre du réseau Défi pour diminuer le recours aux pesticides. Et du coup, pour poursuivre les échanges sur la diversification, donc suite à ce qui s'est passé ce matin, effectivement, là, nous, on voulait vous parler de la notion d'accompagnement. Donc, comment concrètement on accompagne les agriculteurs sur le terrain au changement de pratique. Donc, quelles sont les étapes clés en fait du processus de changement? Quelle posture aussi adopter en tant qu'animateur et aussi conseiller? Parfois, c'est pas forcément toujours évident. Pour quels résultats et aussi quelles limites aussi on peut voir à cet accompagnement-là. Donc, pour illustrer tout ça, je vais, donc, comme je l'ai dit, laisser la parole à Olivier, donc, qui va témoigner de son expérience dans l'accompagnement de deux agriculteurs du réseau Défi qui étaient à l'origine en monoculture de maïs. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, donc Olivier Mikos de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, conseiller grande culture à la Chambre depuis 20 ans et IR Défi depuis 2011. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, les Hautes-Pyrénées, c'est tout à l'ouest de l'Occitanie. Donc le réseau Défi que j'anime, il est sur la vallée de l'Adour des Hautes-Pyrénées. Donc à la base en 2011, des systèmes très diversifiés en monoculture maïs. Donc il y a eu une réflexion, alors pas chez tous, il y en a qui sont encore en monoculture maïs, mais chez certaines de diversifier l'assolement. Donc je vous ai pris deux exemples, un en conventionnel et un qui s'est converti en bio au cours de la période. Donc chez Jean-Luc Lafonta, sur le nord de la vallée de l'Adour à La Reule, on est sur... alors les deux sont un système irrigué à 100%. Enfin bon, vallée de l'Adour, c'est un peu la norme. Donc chez Jean-Luc Lafonta, donc au démarrage, on avait grosso modo 80% en monoculture maïs, et puis sur des parcelles un peu plus compliquées à arroser, du blé et un peu de tournesol, sur une surface totale de 70 hectares. Une structure un peu similaire chez Stéphane, alors il y a un peu moins de cailloux, on est un peu plus sur de la boulbène chez Stéphane. Donc 83 hectares, donc pareil, 3/4 de maïs, un peu de luzerne et de tournesol à côté. Et 7 ans plus tard, donc chez Jean-Luc, le choix qui a été fait, c'est une diversification en maraîchage. Donc on se retrouvait avec 7% de pommes de terre, des haricots, le tournesol qui est lié aussi à la diversification maraîchage parce qu'en fait il transformait en huile et il faisait des chips, et du soja dans la rotation. Chez Stéphane, bon, lui pour le coup il y a eu une grosse évolution de l'exploitation, on a doublé la surface en 7 ans. Il y a eu une conversion au bio et bon, là pour le coup avec une diversification plus importante, bon, fatalement en bio il y a un peu plus d'opportunités sur les cultures de diversification. Donc bon,
comme chez tous les bio, en tout cas de la vallée de l'Adour, la culture majoritaire est devenue le soja. Il a quand même gardé un quart de maïs grain, et ensuite on a des prairies, de la luzerne, du méteil, de l'avoine, et bon, là cette année-là il y avait du maïs doux, c'était bon, un contrat qu'il avait pu signer. Donc tout d'abord, pourquoi ils ont évolué? Alors c'était pas les mêmes motivations. Jean-Luc, c'était plus par intérêt agronomique à la base, il en avait un peu marre du ronron de la monoculture maïs, donc il voulait trouver des alternatives aux rotations courtes, et en plus il avait dans l'idée d'intégrer des cultures maraîchères, et du coup il voulait diminuer le temps de travail sur la partie surtout irrigation sur maïs, et mettre en place des rotations sur la partie qui restait en grande culture pour libérer du temps de travail sur la partie légumes, quitte à perdre un peu en marge sur la diversification de la rotation côté grande culture, qui serait largement compensée par l'introduction du maraîchage. Chez Stéphane, bon là il y a eu une réflexion sur le passage en bio, et lui l'objectif c'était trouver une juste rémunération à son activité. On était assez limite niveau résultat économique en monoculture maïs, et l'objectif c'était trouver une rentabilité sur l'exploitation. Donc les étapes clés chez Jean-Luc, donc bon, le système de départ monoculture maïs. On a commencé à travailler sur la diversification de l'assolement, introduction de culture maraîchère, et pour arriver en 2018 à un allongement de la rotation avec la pérennisation de l'atelier légumes et un atelier de transformation créé, donc une presse à huile pour le tournesol et une usine de transformation de chips d'une partie de la récolte de pommes de terre. Chez Stéphane, en 2011, on était en dominante maïs irrigué. Il y avait juste une parcelle qui était en conversion bio à l'époque. On a pas mal travaillé de 2011 à 2014 sur la diversification de l'assolement. Il faisait pas mal de double culture. Il a introduit le soja, et le soja il est en double culture avec de l'orge en quasi systématique. Donc on était en 2 récoltes par an sur les mêmes parcelles. Et il a commencé, alors d'abord une conversion partielle pour maîtriser les techniques bio. Et 2018, il avait doublé la surface, et la totalité de la surface était convertie en bio. Donc, comment on les a accompagnés? Alors bon, l'avantage des deux, c'est qu'ils étaient dans le groupe défi, donc ils avaient un appui technique important. À la base, avant de passer dans le groupe défi, ils sont aussi dans le groupe développement que j'anime sur la vallée de l'Adour, et où déjà on travaillait sur la partie technico-économique avec un groupe coût de production où on comparait les exploitations, alors bon, beaucoup de maïs, mais il n'y avait pas que du maïs quand même, et avec des appuis techniques, avec des tours de plaine réguliers sur les parcelles pour échanger entre les agriculteurs et confronter ensemble les difficultés qu'on pouvait rencontrer techniquement et trouver des solutions. Donc Jean-Luc, il a aussi intégré le programme Maestria, donc, qui était sur l'étude de la rentabilité de la diversification des cultures. Et bon, il était dans le projet défi de 2011 à aujourd'hui, avec suivi technico-économique, des experts mis en place. En parallèle, bon, sur la partie maraîchage, je suis un peu short, donc c'était le conseiller maraîchage de la Chambre qui l'aidait, avec pareil un suivi technico-économique, de l'expérimentation et de la mise en pratique sur petites parcelles avant de faire ça en grand. Stéphane, même topo, donc il était à la base au même GD1, donc avec le même suivi. Il a intégré le groupe défi dès le début, donc pareil avec suivi technico-économique, de l'expé. Et bon, à partir du moment où il s'est converti en bio, avec la conseillère bio qui a aussi participé au suivi avec l'étude de la conversion et le suivi technico-économique. Donc, tout ça pour dire que ça ne s'improvise pas non plus, la diversification. Alors bon, je suis sur une zone à la base, et même encore aujourd'hui, qui est quand même très marquée maïs.
Donc intégrer des nouvelles cultures, enfin bon, autant l'itinéraire technique du maïs, il est maîtrisé, il y a tous les outils qu'il faut autour et toutes les structures pour la commercialisation, enfin, il n'y a pas trop de soucis pour faire ça. Bon, introduire des nouvelles cultures, bon, parfois c'est du nouveau matériel, et puis bon, c'est des cultures qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Donc fallait quand même les expérimenter et puis monter en compétence pour maîtriser les itinéraires. Alors avec, dans un cas, des itinéraires en conventionnel, de l'autre en bio, mais bon, ça nécessitait enfin, en tout cas, ils ont demandé un suivi important là-dessus et bon, on les a accompagnés, bien entendu. Les points de vigilance sur l'accompagnement, c'est être sûr de la robustesse du système dans le temps. Essayer d'avoir une approche globale et pas uniquement technique. Enfin, c'est facile de sortir l'ITK de telle et telle culture et puis débrouillez-vous. Mais si derrière, alors enfin, les intervenants ce matin en ont parlé, mais s'il n'y a pas la filière, s'il n'y a pas le débouché, c'est bien beau sur le papier. On peut faire du sarrasin. En phyto, on va vachement baisser. La marge brute théorique, elle est super, mais il n'y a pas un acheteur en face. Ben non, la marge brute, elle est nulle. Hein. Donc voilà. Alors ça, dans mon rôle de conseiller, c'est un peu plus compliqué. Ça demande de prendre plus de hauteur et puis d'aller sur des éléments qui ne sont pas notre métier de base. Hein. Enfin, je dirais, bon, l'approche filière, c'est pas mon métier à la base, mais c'est des choses où il faut pas... Enfin, c'est pas que sur le papier qu'on fait de la diversification, quoi. Enfin, faut voir et déjà comment bon, l'itinéraire technique des cultures de diversification, ça va, je maîtrise à peu près. Mais bon, déjà, l'adapter dans l'exploitation de chacun, voir le débouché qu'il y avait. Bon, ce qu'on disait ce matin, hein, faire enfin, les OS, bloquer une cellule pour 100 kg, ça ne les intéresse pas, quoi. Enfin, donc, s'il n'y a pas le débouché à côté, bon, on peut procrastiner, mais ça ne mènera pas grand-chose à la grille sur son exploitation. Bon, ensuite, bon, ça, je l'ai fait, mais ne pas hésiter, enfin, quand on accompagne au changement, à faire appel à des compétences extérieures. On ne peut pas tout maîtriser. Alors bon, j'ai des agriculteurs qui ont beaucoup d'idées, mais il y en a certaines où j'ai zéro compétence. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Je ne sais pas, mais on va appeler. Il y a des instituts, il y a d'autres collègues dans la boutique qui maîtrisent ces cultures-là. Il y a d'autres structures sur la zone aussi. Mais faut pas hésiter, enfin, il n'y a pas de honte à avoir. Enfin, l'objectif, c'est qu'on atteigne les objectifs de la grille et si c'est pas moi qui donne le conseil, mais un autre, peu importe. L'objectif, c'est qu'il ait eu son conseil et qu'il réussisse ses objectifs. Alors, ça peut paraître une tarte à la crème, à la mode en ce moment, mais il faut vraiment prendre en compte que le changement, on l'accompagne, on ne le conseille pas. C'est pas moi qui vais dire c'est mieux sur le papier, tu es dans un groupe défi, il faut baisser les phytos, donc tu vas me faire ci, ça. Ça poubelle, ils feront jamais. Il faut, que ça vienne de l'agriculteur, bien entendu, et deux, on l'accompagne, on trouve pas... Alors, moi, de temps en temps, il faut que je mette le frein à main. Hein. Il y a une question, je pense avoir la réponse, mais c'est mieux si ça vient de lui ou s'il partage le truc. On n'est pas juste des donneurs de recettes, quoi. Enfin, alors c'est rassurant hein, d'être donneur de recettes, hein, c'est valorisant parfois aussi, mais c'est pas le plus efficace. Donc faut vraiment... alors parfois il faut se mordre la langue, hein, parce que oui, ça peut aller vachement plus vite de dire c'est comme si. Mais sauf que parfois ce ne sera pas la solution qui fera et que peut-être même que la sienne elle sera mieux. Enfin, c'est pas la... Et le souci c'est qu'il faut qu'il se l'approprie. Et si c'est juste, j'appelle Olivier, il va me dire ce qu'il faut faire, ça ne marche pas. Enfin, ça va marcher une année, ça va peut-être marcher 2 ans. Sur la durée, ça ne marchera pas. Et enfin, parce que bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, je me suis arrêté à 2018. Alors, ce n'est pas que j'ai arrêté de travailler depuis 6 ans. Hein. C'est qu'en fait, sur ces 2 systèmes-là, les soucis sont apparus après. Et je voulais un peu insister sur l'importance sur un changement en profondeur sur une exploitation, c'est le temps long. Alors on peut se dire 7 ans, c'est bon, et là ça roulait, tout allait bien. Ben non.
les problèmes, alors chez Jean-Luc, ça a été un problème de main-d'œuvre, parce qu'en fait, pour le coup, il n'y avait pas de filière sur la pomme de terre, il faisait toute la vente en vente directe auprès des restos, hyper chronophage. Donc, du coup, le système, il était dépendant du salarié qu'il avait sur l'exploit, sauf que on a beaucoup de mal à pérenniser les salariés sur les exploitations, et quand ils sont bons, à les garder. Même en les payant, parfois même mieux que l'agriculteur. Hein. Enfin, je dirais c'est quand même compliqué. Et du coup, l'importance sur l'accompagnement de la diversification, c'est d'essayer d'identifier les fragilités du système. Et pas juste regarder le côté technico-économique, j'additionne des chiffres, je donne un itinéraire technique, c'est cool, ça va passer, tu vas gagner plus de sous, tu vas même travailler peut-être un peu moins. Il faut vraiment essayer d'identifier ces soucis-là. Alors après, chez Stéphane, le souci, bon, on en a parlé ce matin, ça a été la crise du bio il y a 2 ans, plus l'apparition de nouveaux ravageurs, et donc nos collègues des instituts ont parlé aussi, et c'est vrai que l'arrivée des punaises il y a 2 ans sur soja, nous, sur la vallée de l'Adour, on a perdu 15 quintaux il y a 2 ans, en moyenne, et au moins 5 l'an dernier, mais par le plus petit bout. Donc, du coup, ça remet quand même, quand on est en bio et qu'on est à 800 € la tonne, 15 quintaux de moins, ça commence à piquer à l'arrivée quand on a 40% de 150 hectares, donc 60 hectares, bon, je vous laisse faire le calcul, mais ça enlève un salaire sur l'exploitation. Rien que ce problème technique-là. Or bon, ça, je ne vais pas dire qu'on peut prendre suffisamment de hauteur pour l'anticiper, celle-là, on ne l'avait pas vu arriver, mais il faut, quand on accompagne nos agris dans le changement, il faut vraiment essayer d'identifier, alors c'est pas simple, hein, mais faut pas, bon, la collègue l'a dit ce matin, alors la marge brute, bien entendu, c'est plus, la marge brute sur une culture, c'est pas comme ça qu'on analyse un système diversifié, c'est sur la rotation, mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, il faut vraiment regarder la filière autour, il faut voir les fragilités du système et essayer de les anticiper, parce que ça permet d'éviter de se casser la gueule méchamment. Et c'est un nouveau métier, en tout cas pour moi, c'est un nouveau métier. Il y a des choses que, oui, moi à la base, j'étais conseiller grande culture, on faisait des tours de plaine, j'animais techniquement. Alors j'avais aussi la partie économique, mais ça demande encore plus de recul. Et aussi de discuter avec les acteurs locaux, quoi. Enfin, je dirais, il y a... Alors bon, l'agriculteur le fait aussi, mais on ne peut pas, on n'a pas les moyens de monter une filière tout seul dans notre bureau, quoi. Donc il y a des choses, il faut les regarder avec eux, avec leurs partenaires commerciaux. Et alors après, oui, la filière pomme de terre chez Jean-Luc, elle marchait très bien, mais le gros écueil, ça a été, il fallait 2 temps plein, quoi. Donc... L'objectif, c'est pas passer 24 heures de la journée à bosser, donc ça a flanqué un gros coup de frein. Alors bon, là, on est en train de rééquilibrer le système, mais c'est des choses que parfois, en tout cas moi, hein, on a tendance à négliger au début. Alors on a un gros défaut en agricole. Alors les agriculteurs, les premiers, on compte pas le temps de travail, sauf qu'à un moment donné, si on le compte, quoi. On travaille pour vivre, on vit pas pour travailler. Donc il y a aussi comment on vit son métier qui est important. Et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Il savait qu'il lui fallait un salarié, mais il n'avait pas estimé le temps qu'il lui fallait à côté et que tout reposait sur la présence du salarié, quoi. Donc et que quand le salarié claque la porte, il s'en va. À la veille de la récolte des pommes de terre, c'est sympathique. Donc voilà, c'est des parties du métier qui évoluent et où faut prendre sur soi aussi. On n'a pas toutes les solutions, mais on a des réseaux autour qui peuvent nous apporter au moins des éléments de réflexion. Et après, surtout, on accompagne les choix de l'agri. On ne les lui impose pas, parce que ça ne marche pas. Et au final, c'est pas ça qui. Enfin, même si ça le rassure et au début, ça peut être un cadre où tout le monde y trouve son compte, à l'arrivée, ça fragilise aussi le système parce que c'est pas mon exploitation, c'est la sienne, quoi. Donc il faut qu'il y fasse ce qu'il a envie d'y faire. Et alors je vous dis, alors ceux qui me connaissent, je suis un grand bavard. C'est compliqué de se taire de temps en temps.
Mais c'est super utile, surtout quand on parle de changement sur une exploitation. Franchement, c'est un changement d'approche sur le métier qui est important. Et ben oui, et puis il ne faut pas avoir peur du silence parfois. Mais quand on pose une question et attendre 5 minutes, la réponse, c'est long. C'est long et c'est perturbant, mais il faut laisser le temps de la réflexion. Et vraiment que nos adhérents s'expriment, disent ce qu'ils veulent faire. Et après, on voit ensemble comment, ils fixent l'objectif et on voit ensemble le chemin. Mais l'objectif, c'est pas nous de le fixer. Et après, oui, on change de position et elle est beaucoup moins confortable. mais ça se fait. Voilà, je sais pas s'il y a... Merci Olivier Mikos, merci pour ce témoignage et d'avoir retracé aussi l'histoire et les étapes et comment ça s'est fait. Est-ce qu'il y a des questions? Guillaume Hux, chargé de mission transition agricole à DDT du Lot. J'avais une question sur du coup, le sujet que vous avez évoqué. C'est est-ce que l'agriculteur en question, cette diversification, ça lui a permis de gagner en baissant ses intrants entre guillemets? Et qu'est-ce qui est un frein du coup de sortir de la monoculture de maïs pour les autres exploitants qui se trouvent par exemple autour de celui-ci qui a décidé de se diversifier? Alors, tant qu'on a de l'eau, la monoculture maïs, c'est quand même une des cultures les plus rentables sur la zone. Enfin, on est sur des forts potentiels, on a toutes les structures autour, la commercialisation c'est facile, il y a tout le matériel qu'il faut pour semer, récolter si on ne l'a pas chez soi. Et c'est relativement simple comme production aussi, donc c'est confortable. Sortir de là... Alors, jusqu'à il y a 2 ans, on avait quand même, honnêtement, un concurrent d'un point de vue purement économique au maïs, c'était le soja. Moi, sur ma zone, le potentiel en maïs, c'est 130 quintaux par le plus petit bout. Et en soja, on faisait 40 à 50 quintaux chez les meilleurs. Donc là, économiquement, les deux se valaient. Et il y a la filière soja aussi en place sur la zone, ça, il n'y a pas de souci. On a un triturateur à Vic, il y a tout ce qu'il faut sur place. Après, les autres cultures, tout bêtement, elles sont moins rentables. Donc, soit parce que les potentiels sont moindres, on a des gros soucis sur les cultures d'hiver chez nous. Encore cette année, on n'a pas semé la moitié de ce qui était prévu parce que trop d'eau. En plus, on est plutôt gâté. Alors, on parlait des problèmes d'eau, mais niveau pluviométrie, il tombe plus d'1 mètre d'eau par an. Donc il n'y a pas de souci pour les cultures d'été. Par contre, pour les cultures d'hiver, il y a une pression maladie qui est relativement forte aussi, donc qui gêne la rentabilité des choses. Alors, on l'a vu dans l'exemple, et sur la filière bio, alors avant crise, on avait de la rentabilité sur des cultures d'hiver. Mais sur la filière conventionnelle aujourd'hui, c'est la rentabilité est moindre. Donc tout bêtement, on est sur des structures qui sont pas énormes, mais on est sur 60-80 hectares en moyenne sur la vallée. Et on sort en revenu avec maïs soja, on ne le sort pas avec le reste, quoi. Alors après, il y a du one-shot. Le tournesol, cette année, ce qu'ils l'ont vendu tard, ça sort bien. Mais à 400 € à la récolte, on n'équilibre pas les comptes, quoi. Donc, alors à 800 € il y a 2 ans, il fallait faire que ça. Mais on l'a su qu'après. Donc le souci du tour, c'est surtout d'un point de vue purement économique, quoi. Et Jean-Luc, l'intérêt qu'il a eu à allonger la rotation sur la partie grande culture, c'est parce qu'il sortait le revenu sur la partie maraîchage. Donc il acceptait de baisser son revenu sur la partie grande culture parce qu'il en gagnait beaucoup plus sur la partie maraîchage. Donc la raison est essentiellement économique. Alors, il n'y a pas que ça, on a des conditions pédoclimatiques qui aujourd'hui, alors tant qu'on a l'irrigation, Vallée de l'Adour, RFU, entre 30 et 50 mm. Si on n'a plus l'irrigation, on ne fait plus rien, de toute façon. Les céréales à paille, on les arrosait sur la Vallée de l'Adour. C'est pas... Je crois que vous êtes dans le Lot, c'est ça? Oui. Oui, alors on n'a pas les mêmes conditions. Voilà, c'est ce que si je peux me permettre, oui. Voilà, c'est pas du tout les mêmes types de sols, pas du tout les mêmes conditions non plus climatiques. Et donc, un maïs peut être tout à fait, on va dire rentable ou économiquement un pilier d'une exploitation agricole, que ce soit dans les Hautes-Pyrénées ou je pense aux Pyrénées-Atlantiques, dans des sols dans lesquels
il n'est pas possible, et vous l'avez dit, de faire par exemple des cultures d'automne, hein, parce qu'on n'arrive pas à les implanter, parce que même si on les implante, elles sont malades, parce que voilà. Et donc ça, il y a certains territoires comme ça, et puis il y en a d'autres où on va avoir des terres plus séchantes, où je pense au Lot, alors pas partout peut-être, dans le Lot il y a de la vallée aussi, hein, il y a des vallées, mais où là, effectivement, on n'a pas les mêmes potentiels, on n'a pas les mêmes cultures qu'on peut cultiver, qu'on peut implanter, et peut-être que des assolements plus diversifiés peuvent apporter aussi quelque chose. Voilà, c'est pas une vérité vraie partout. Non, c'est compte tenu des grands faits des rotations entre guillemets dans le système. Moi, parfois, ça m'étonne d'entendre encore une monoculture. Ouais, mais le maïs supporte très bien la monoculture. Oui, voilà, le maïs supporte très bien la monoculture. Pardon ? Olivier, t'as quoi comme bioagresseur sur le maïs Qui nous pose problème ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On a une zone où il y a un peu de topin, mais qui est sur le plateau, enfin côté PA. Après, sur la vallée, il n'y a pas de souci particulier. Enfin, moi, j'ai la moitié qui ne traite pas topin. Hein. Et après, alors, depuis quelque temps, on a les foreurs qui remontent, donc Piral et ses amis. Surtout ses amis. Donc, pour l'instant, on est sur de la lutte chimique. Bon, on attend avec impatience la lutte bio qui devrait sortir bientôt. Et c'est à peu près tout. Et après, il y a le désherbage à gérer, mais qui peut même se... Enfin, Stéphane, qui est en bio, il fait 110 quintaux en maïs. Le maïs, c'est pas un gros... Non, après, c'est l'engrais, mais bon, aujourd'hui, on en trouve. Et moi, je viens de la vallée de l'Ariège, où il y a du maïs, et en 2022, c'est par rapport à l'eau, en fait. On a eu beaucoup des restrictions d'eau, et du coup, les assolements en suivant, bon, alors les années suivantes sont très humides. Mais il semble que ça va revenir, peut-être. Oui, du coup, il y a eu quand même, la sol maïs a vraiment diminué sous la contrainte du manque d'eau. Et ça a été engagé au niveau des syndicats d'irrigation de baisser la sol en maïs. Et je ne sais pas si vous avez ça chez vous, parce que sans eau, on n'y arrive pas. Et en 2022, il a fallu arroser de la germination. Après, le souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la culture la plus simple pour intégrer dans la rotation, c'est le soja, et ça consomme autant de flotte. On décale les besoins. Grosso modo, on n'a pas le premier rapport qu'on a sur maïs, mais on en a un de plus qu'on a fini sur maïs. Donc, sur l'économie en eau, on ne gagne pas grand-chose. Après, le tournesol, techniquement, on arrive à avoir des résultats. Enfin, sur des années normales, on est à plus de 30 quintaux, mais à 400 €, on ne rentre pas dans les frais, quoi. Alors qu'un maïs à 130 à côté, à 200 €, ben, alors je ne dis pas qu'il paie l'ISF, hein, mais non, mais c'est la culture la plus rentable. Enfin, et alors oui, alors après qui est hyper dépendante de l'eau. Alors en 2022, on a eu les mêmes soucis, mais qui sont arrivés à mon avis plus tard que chez vous. Et il y a des zones qui ont été interdites. Le plus tôt où on a eu les interdictions, c'était 4 août. Même ceux qui ont arrêté le 4 août, ils ont fait 110 quintaux. Donc, et à l'inverse, le soja arrêté au 4 août, ça a plus souffert de l'arrêt précoce. Donc au final, alors après, j'ai pas d'action dans le maïs, mais mes agris du secteur, ils veulent vivre. Et aujourd'hui, c'est la culture qui les fait vivre. Alors demain, si on a une autre culture, il n'y a pas de souci. Hein. Aujourd'hui, alors, il y a un souci de filière, mais pas que. Aujourd'hui, la moyenne départementale en blé, on est à 45 quintaux. Donc, et c'est la moyenne, hein, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont nettement plus bas. Et puis bon, cette année, je pense qu'on n'a pas semé la moitié de la surface prévue. Parce que il y a des éleveurs qui voulaient en semer pour la paille, hein, et ils n'ont pas pu la semer. Ça fait 3 ans qu'on achète la paille dans les départements limitrophes. On n'arrive pas à la produire, même sur les petites terres où ils font pas de maïs, mais c'est un jachère. Hein, aujourd'hui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Juste une question, alors tu l'as peut-être abordé, mais je t'ai entendu dire là le soja jusqu'en 2022, grosso modo, ou 2021, ça s'est beaucoup développé. Comment ça se passe depuis 2 ans sur le soja chez vous ? C'est compliqué. Est-ce que c'est comme chez nous ou est-ce que c'est... C'est compliqué. Alors, on a pris une grosse claque il y a 2 ans. On a perdu 15 quintaux. Donc là, la rentabilité très, très moyenne. Alors, les punaises sont arrivées beaucoup plus tard cette année. On les a eues plus tôt après le 5 septembre.
Mais de manière assez étonnante, jusqu'au 5 septembre, on en avait une ou deux sur 100 mètres. Septembre a été froid, humide, et en 8 jours, on en avait 10 à chaque mètre. Alors, c'est arrivé plus tard, donc l'effet rendement a été moindre, mais ça pose des questions sur... il va falloir trouver des solutions techniques, mais ça on va trouver. Mais aujourd'hui, la punaise pose souci. Alors, on est surtout en maïs irrigué, on n'a pas eu trop de soucis de pyrale. Nos amis gersois au-dessus en ont eu beaucoup plus sur les... là, pour le coup, il y a 2 ans, entre la pyrale et les punaises, les sojas en sec, ils ont fait 0. Bon, nous, on n'en est pas à ce stade-là, mais oui, les ravageurs posent souci. Et puis, bon, je pense que le réchauffement climatique va nous en faire découvrir quelques autres dans les années à venir. Bon, après, la lutte chimique contre punaises aujourd'hui... compliqué. Puis ça revient très vite, surtout quand tout le monde ne traite pas sur une zone, que bon, la durée d'action de l'insecticide est courte, et 8 jours après, on a à peu près la même quantité au champ, quoi. Donc, alors si ça arrive tard, franchement, cette année, bon, j'ai à nouveau des moyennes d'exploitation au-dessus de 40, pas chez tout le monde, mais chez une partie. Et puis, ça n'a pas été généralisé comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça a été catastrophique. Ça a vraiment... Alors, pour le coup, sur la filière bio, encore pire, vu que c'est... là, pour le coup, en bio, chez nous, c'est le soja, la culture de rente. Bon, là, ouais, ce que je disais, 15 quintaux à 800 € la tonne. Je crois que sur les accidents en culture, en tout cas sur les protéagineux, Quentin Lambert y reviendra, donc je crois qu'il va reparler de punaises notamment. Et juste une remarque, on a des ravageurs très présents sur beaucoup de nos grandes cultures. Alors polyphage, oui, on a, voilà, mais voilà, et aussi diverses, mais sur toutes les espèces, enfin toutes les espèces sont un peu touchées par différents ravageurs. Donc c'est voilà, avec des années climatiques très contrastées. Et cette année, on avait les maïs qui étaient farcis de punaises aussi. Alors, on n'a pas vu d'effet rendement, mais apparemment, ça a un peu bouchonné sur la fin de l'épi, mais on en a eu aussi sur maïs. Ouais, la verte, la même. Bon, à suivre. Hein. À suivre. Est-ce qu'il y a encore, encore une question? Alors moi, j'en aurais peut-être une. Peut-être qu'est-ce que vous avez dû, comment vous avez fait pour adapter, puisque vous avez beaucoup parlé de, avant, on donnait des solutions, on conseillait, c'était plutôt facile, et là, ça a été une démarche différente. Et qu'est-ce qui vous a intéressé et comment vous êtes adapté? Le truc, c'est qu'on voyait aussi le bout de la méthode, je donne la solution, et la méthode très descendante du conseil, donc ça atteignait ses limites. Soit on revenait 8 jours après, on avait donné le conseil, mais il n'était pas suivi, donc pourquoi donc un peu de remise en question. C'est, faire le tour des fermes pour faire le tour des fermes, c'est pas fondamentalement intéressant, et je veux leur apporter... Puis bon, ça fait 20 ans qu'ils me supportent, donc à un moment donné, il faut se renouveler un peu. Donc voilà, et puis bon, on a été formé en interne aussi sur l'accompagnement. Bon, ça fait partie aussi des outils qu'on développe dans Défi. Donc, mais c'est vrai que oui, alors le descendant, c'est très confortable, mais au final, c'est pas le plus efficace. Désolée. On ne pas, alors on t'entend pas non plus. Caché, en fait. Non, et du coup, donc tu as évolué dans ta posture d'accompagnement, du conseil à l'accompagnement, et comment c'est reçu par les agriculteurs. Quelle est leur posture à eux quand tu passes sur cette méthode-là? Honnêtement, je le fais pas encore avec tout le monde. Et après, on a un peu évolué ensemble. Ça fait 20 ans que je les ai soit en suivi technique sur le GDA, soit sur Défi. Enfin, on a évolué ensemble, donc là ça va. Puis bon, après, là c'est des cas choisis aussi, c'est des gens qui se posent des questions, qui veulent avancer, et qui au final ne recherchent pas forcément la solution. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils ont évolué dans leur système.
Ils ne m'appellent pas fondamentalement pour j'ai telle bestiole, qu'est-ce que je dois faire. Enfin, ça fait partie du boulot, mais c'est passé de 80% à 10%, quoi. C'est plus après raisonner, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma rotation pour éviter que le problème apparaisse. Et là, pour le coup, il faut discuter, parce que bon, la solution, c'est quand même beaucoup plus compliqué il faut traiter à telle dose avec tel produit. Et du coup, et puis bon, il y a des choses qui sont possibles mais qui veulent pas faire. Donc c'est pas la peine. On coche la case, c'est pas ça qu'on va faire. Et faut trouver d'autres solutions. Et là, on les trouve ensemble. Et puis bon, parce qu'après, les solutions sont plus à l'échelle globale que parcellaire. Et du coup, bon, ouais, ça demande plus de temps de mise en place, plus de réflexion, et puis plus de choix. Et là, les choix, c'est eux qui les font, quoi. Si je leur dis il faut mettre des autour des champs, oui, ça peut être des solutions pour certaines choses, mais c'est pas moi qui ai planté les arbres. Hein. Donc voilà. Ok, en tout cas, merci.